Maître Collard, bonjour. Bonjour. Je vous remercie de m'accorder cet entretien. Je sais que vous êtes très pris. Alors juste avant, vous avez été interrogé par l'AFP et je pense que la teneur de notre entretien sera quelque peu assez décalée par rapport à ce que vous êtes habitué. Du moins, je l'espère. Alors ma première question va être très simple. Vous avez participé au procès Klaus Barbie. Et Klaus Barbie, donc en 1987, et Klaus Barbie a été condamné pour crime contre l'humanité. Donc en fait, j'ai une double question. Est-ce que vous pourriez définir ce qu'est un crime contre l'humanité et pourquoi en fait on juge des gens contre crime contre l'humanité? Alors la définition du crime contre l'humanité, elle a été donnée par la Cour de cassation. Hein. C'est à gros traits, hein, parce qu'il y a de quoi faire une thèse de doctorat là-dessus, il y en a eu du reste. Hein. C'est un crime qui est commis en accomplissement d'un plan idéologique visant des personnes à raison de leur race, de leur idéologie, de leur particularisme, hein. Mais il implique la notion d'accomplissement de plans à grande échelle. Hein. Voilà, ça c'est le crime contre l'humanité, mais dans une définition qui est très réductrice. Hein. Bon, tout part du tribunal de Nuremberg. Hein. C'est là où, pour la première fois, on a évoqué la notion de crime contre l'humanité. D'accord. Mais par exemple, lorsqu'on suit votre définition, est-ce qu'on ne peut pas dire de manière un peu provocante que Nagasaki ou Hiroshima rentrent dans cette définition de crime contre l'humanité, à l'instar de Dresde ou de ce qui se passe actuellement en Irak ou en Afghanistan, oui, ou du comportement de l'État d'Israël en Palestine? Sûr, sauf que les juristes vous répondront, oui, et ils auront raison, oui, qu'il n'y a pas de plan concerté pour procéder à l'élimination d'une race. Non mais d'accord. Il n'y a pas de plan concerté sur le terrain idéologique pour éliminer systématiquement, puisque le caractère systématique fait partie quand même de la définition, une communauté. Oui, mais alors justement, vous avez déclaré dans Libération du 13 mai 2011, donc vous déclarâtes au sujet de Marine Le Pen, mais vous allez comprendre, vous avez dit « Elle a pris des positions qui me conviennent. Sa condamnation du racisme, de l'antisémitisme et de la xénophobie. Qu'elle dise que la Shoah est la pire des choses, cela me met mal à l'aise. » Alors en fait, est-ce qu'on peut dire que la Shoah est la pire des choses quand on sait qu'avant il y a eu le génocide des Amérindiens, il y a eu le génocide vendéen en France, il y a eu le génocide des Arméniens et alors, si on l'a pas dit, c'est pas bien. Non, mais on aurait pu le dire. D'accord, mais alors, c'est en fait quand on dit ça, on a l'impression que vous envoyez un signe à quelqu'un. Pourquoi vous dites pas, par exemple, le génocide des Arméniens par les Turcs est quelque chose de la pire des choses? Je vous signale que je l'ai dit, moi j'ai milité pour la cause arménienne. D'accord. Je me suis violemment affronté pour que, dans une manifestation pour la reconnaissance du génocide, on parle de génocide. Mais est-ce qu'on peut faire une hiérarchie dans les génocides? Non. D'accord. Non. Il ne peut pas y avoir de hiérarchie, non. Seulement, il y a des génocides qui ont été absorbés par l'histoire. C'est le génocide des Amérindiens, c'est le génocide des Indiens. C'est quand même, comme disait Churchill, le seul qui a vraiment réussi, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'Indiens aux États-Unis, hein, mais ils ont été, pour des raisons socio-historiques qu'on pourrait prendre le temps d'analyser, absorbés par l'histoire. Prenons le traitement fait aux Noirs, par exemple. Vous parlez de l'esclavage? De l'esclavage, oui. Dans l'histoire de l'humanité, si on cherche bien, il n'y a pas eu plus grande souffrance que celle du peuple noir. Or, leur souffrance, mis à part le livre Racine, je ne sais pas si vous en souvenez, n'a pas été inscrite dans une narration qui entre dans l'inconscient des peuples. C'est dû à une chose simple, c'est que les narrateurs ont manqué. La dimension gigantesque d'une écriture déferlante n'a pas été là. C'est ce qui fait la différence, hein, sur le plan de la communication de l'horreur. Mais la réalité, elle est la même. Qu'on élimine le peuple arménien, du reste Hitler disait, quand on lui reprochait, quand on lui faisait remarquer que le génocide des Juifs risquait d'attirer l'indignation de l'opinion internationale, il répondait « Regardez, les Arméniens, personne ne s'en est occupé ». Donc il était bien conscient lui-même du fait que la tolérance de ce génocide avait appelé une espèce
de laisser passer. Mais d'accord, mais l'horreur, hein. Quand vous répondez à Libération, ce qui est intéressant, donc 13 mai 2011, vous dites bien la Shoah est la pire des choses. Et en fait, dans notre entretien, vous dites que finalement, quand on réfléchit un petit peu, c'est l'esclavage qui est la pire des choses. Non, non, je dis pas ça. D'accord. Je dis pas ça, non. Je dis que dans le XXe siècle, la Shoah, par ramification à l'histoire de l'Occident, est la pire des choses. D'accord. Maintenant, si on analyse la criminalité au plan universel, tout est la pire des choses. C'est-à-dire que quand on voit comment le massacre des Arméniens a été perpétré, on ne peut pas dire que ça n'a pas été à ce moment-là la pire des choses. D'accord. Du reste, Jean Jaurès l'avait dénoncé. Oui, oui, oui. Et personne ne s'en était ému. Hein. Les radicaux socialistes de l'époque s'étaient complètement désintéressés du génocide des Arméniens. Donc en fait, si on parle moins de l'esclavage ou du génocide des Arméniens, c'est parce que ceux qui ont vécu ce traumatisme ont été moins beaux que d'autres pour en parler, pour que ça rentre dans la mémoire collective. C'est un peu ce que vous dites en fait. Non, non. Ce n'est pas qu'ils ont été moins bons que d'autres, c'est que la temporalité a joué. La temporalité de 1914-1917 n'est pas la temporalité de 1940. Et si vous voulez étudier des faits historiques, sans tenir compte de l'impact d'écho que la temporalité peut avoir, vous loupez les mécanismes d'interprétation de l'événement. D'accord. Alors maître, j'ai une autre question. Récemment, vous deviez participer à un colloque sur la liberté d'expression organisé par Cercle des avocats libres. Malheureusement, vous n'avez pas pu venir. Ce maître Pichon, que je connais bien, a expliqué à la tribune que vous avez une plaidoirie de dernière minute. Et donc, maître Bilger, votre confrère, dans son intervention, a expliqué qu'avocat libre, c'est un pléonasme, au même titre que journaliste enquêteur. Alors en fait, j'ai une double question. Est-ce qu'en France, on peut vraiment dire que les avocats sont libres? Non. Non. Je vais vous donner deux exemples. L'affaire Tron, par exemple, dont je m'occupe. En précisant chaque fois que je respecte la liberté d'expression de la défense et que je respecte la présomption d'innocence. Elle me vaut des tombereaux d'insultes. Je m'en fous de demeurant. Hein. Oui. Je suis un peu comme Berlioz, hein. Mon piédestal sont les insultes qu'on profère contre moi. Hein. Mais ça n'est pas normal dans une démocratie. Un avocat fait son métier. De quel droit l'insulte-t-on? Parce qu'il prend en charge une cause. Bon. De la même manière que le simple fait que j'ai dit mon amitié à Marine Le Pen, qui ne signifie pas mon adhésion au Front National, j'ai subi des mesures de rétorsion. Je devais signer mon livre dans une banque suisse, comme si les banques suisses étaient à l'abri des reproches. Hein. On voit ce qu'elles ont fait avec les biens des Juifs. Hein. Eh bien, ces messieurs, du haut de leur minaret qu'ils ne veulent pas dresser, m'ont fait savoir que je n'étais pas digne de fouler le parquet de leur banque, ce qui me satisfait tout à fait, parce que je n'ai aucune sympathie pour ces fripons de banquiers suisses. Hein. Et puis, je fais une série d'émissions télévisées sur les grands crimes. Elle devait être diffusée sur des chaînes régionales. On m'a fait savoir que je n'étais pas fréquentable du fait de mon amitié avec Marine Le Pen. Voilà. Et on nous dit qu'on est dans un pays de démocratie. Bon, c'est une blague. C'est une blague. Alors justement, cette conférence, enfin ce colloque plus exactement, était sur la liberté d'expression. Alors vous qui êtes avocat, je voulais vous poser une question très précise. Est-ce que vous êtes pour l'abrogation des lois qui répriment la liberté d'expression? Oui, toutes. À savoir la loi Guesso, la loi Rocard, qui ont toutes les... Moi je suis pour que... Vous savez, on oublie trop que, sauf erreur de ma part, dans une lettre à Stefan Zweig, je crois, hein, je ne suis pas sûr de la référence, hein, Freud sentait monter le nazisme à travers l'hypocrisie qui régnait. Il n'y a rien de pire que le refouler. Si on n'empêche pas les gens de s'exprimer, de parler, de débattre, ils vivent dans un carcan, dans une distorsion. C'est-à-dire qu'ils disent des choses dans les dîners qu'ils ne disent pas quand ils sont dans une parole publique. Et à partir de là, il y a une espèce de vie souterraine des mots, des idées, qui risque un jour d'avoir la conséquence d'une déflagration.
Donc je suis vraiment pour que chacun dise ce qu'il a envie de dire, dans la mesure bien sûr où c'est dans le respect de la loi. Hein. Bon. Mais qu'on empêche les gens de débattre sur la Seconde Guerre mondiale, qu'on les empêche de débattre sur le génocide arménien même. Je veux dire que les Turcs ont le droit de dire qu'il n'y a pas eu de génocide, même s'il y a eu un génocide. On ne peut pas les empêcher de penser, même à tort, ce qu'ils pensent. Je ne conçois pas une démocratie qui impose une interprétation de l'histoire. D'accord. Alors, on va rester sur la justice. J'ai deux petites questions sur... Enfin, je vais au moins en poser une. Aujourd'hui, il y a quand même un problème en France avec la justice. Vous qui êtes un homme de l'art, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment se fait-il que des fois il y a des affaires qui mettent 10 ans à être jugées? Comment se fait-il que récemment dans la presse on a encore appris qu'il y avait des multirécidivistes qui étaient coupables de viol? Est-ce que c'est un mal français ou c'est un peu général en Europe et dans le monde? Comment expliquez-vous que la justice aujourd'hui ne semble plus fonctionner? Notamment à cause de la lenteur administrative et de tous ces multirécidivistes 0,19% du PIB. C'est le budget de la justice. 10 magistrats pour 100 000 personnes. Alors moi, si je pouvais parler au président de la République, je lui dirais, comment pouvez-vous faire 3 guerres qui coûtent une fortune, alors que la justice est au fondement des sociétés. Hein. Le sceptre des rois, quand même, depuis Homère, hein, c'est ce qui fonde la cohésion d'une société. Hein. Comment pouvez-vous vous offrir le luxe pour avoir votre petit pont d'Arcole préfabriqué en aglo, alors que la paupérisation de la France est effrayante et qu'on a une justice qui est complètement dépourvue de moyens? Comment? C'est ça le principal problème de la justice. Hein. Alors c'est vrai que ce n'est pas une excuse générale, hein, mais quand vous pensez qu'un magistrat me répond, quand je lui demande où en est une affaire, sur le même papier que je lui envoie, et à la main en me disant « excusez-moi, mais j'ai plus de greffière depuis 1 an », c'est pas la peine de se poser, je crois, trop de questions. Hein. D'accord. Une autre question sur la justice, et puis après j'aurai 2 autres questions, puis je vous laisserai tranquille. Est-il vrai que la franc-maçonnerie a une influence importante dans la justice en France? Il paraît que quand on lit un peu les livres, les journaux... Vraiment, moi j'ai fréquenté pendant des années la franc-maçonnerie, c'est une rigolade. Vous êtes toujours... Enfin, vous êtes... Je n'y vais plus. D'accord. Je n'y vais plus, mais mon père était franc-maçon, j'ai été initié à l'âge de 18 ans, j'ai été vénérable maître à l'âge de 23 ans. Quelle loge? La Grande Loge. D'accord. Hein, maintenant je suis à la Grande Loge nationale, mais je ne fréquente plus. Hein. Je ne fréquente plus, et je peux vous garantir que l'importance de la franc-maçonnerie est vraiment complètement surfaite. Hein. D'accord, c'est une légende alors. À mon avis, excusez-moi, à mon avis oui. J'arrive, hein, je suis au fumoir. Hein. Je suis au fumoir. Hein. Okay. Alors, d'accord. Alors, j'ai... écoutez, j'ai 2 autres questions, puis après je vous laisser tranquille. Vous êtes connu pour être très médiatique, pour être toujours dans des affaires fortement médiatisées. Est-ce que c'est un choix ou c'est le fruit du hasard? Les affaires, on ne les choisit pas. Hein. Alors, il y a les fous qui acceptent de prendre des affaires dangereuses, et les ronds de cuir qui les refusent, hein, c'est tout. Hein. D'accord. Moi, je veux dire que j'aime bien la tempête. Quoi. Voilà, bon, d'accord. Je ne suis pas breton, hein, mais j'aime bien la tempête. J'ai pas peur du combat, et donc quand on me propose une affaire que d'autres avocats ont refusée, je la prends. Hein. D'accord. Écoutez maître, ce sera ma dernière question. Est-ce que vous pourriez nous dire, face caméra, quels sont selon vous les 3 plus grands hommes d'État que la France ait connus à travers toute son histoire? Je mettrai en tête Clémenceau. Clémenceau, qui a été un homme qui a placé la France au-dessus de tout. Non seulement pendant la guerre de 14, hein, ce n'est quand même pas pour rien qu'on l'a appelé le père de la victoire, mais il a été capable de mettre de côté son idéologie pour servir la France. J'ai beaucoup d'admiration également pour De Gaulle. Le De Gaulle qui avait une certaine idée de la France. Voilà. Une certaine idée de la France qui devient maintenant une incertaine idée de la France. Voyez-vous ?
Et puis, le troisième personnage, ça va vous choquer complètement, mais je m'en tape, c'est Talleyrand. C'est Talleyrand parce que malgré ses défauts, malgré son penchant pour ce qu'il appelait les douceurs, qu'on appellerait aujourd'hui les dessous de table, eh ben, il n'a fait que servir la diplomatie de la France. Alors, il y a un lien de continuité, hein. C'est que tous ces hommes d'idées différentes aimaient la France. D'accord. Dernière question pour de bon, est-ce que vous êtes hostile au retour du gouvernement légitime en France, à savoir la monarchie? Je ne suis pas monarchiste parce que l'hérédité peut nous donner des cons. Mais je vous confesserai que l'urne, elle aussi, peut nous donner des cons. Donc, je me demande bien quel serait le meilleur système. Si Louis XVI avait compris, il ne pouvait pas comprendre, hein, parce qu'il était dans une dimension trop divine. Hein. Et tout le problème se situe au moment où il ne veut pas signer la Déclaration des droits de l'homme. Hein. S'il avait compris qu'une monarchie constitutionnelle était possible, eh ben on n'aurait pas Ségolène Royal, on n'aurait pas DSK, on n'aurait pas Sarkozy, oui. Voilà. On aurait un gouvernement et en même temps une pérennité au-dessus de l'idée de la France. Voilà. Maître, je vous remercie. Mais c'est moi.